Je vous le disais en titre, c'est une affaire d'une extrême gravité qui secoue actuellement la ville de Yaoundé et bien au-delà, après la diffusion d'une vidéo montrant un homme violemment battu à coups de fouet au sein du supermarché Sinomart, notamment au marché Elie-Guédois dans la capitale. Retour sur les faits avec vous, Jaël Isodio. Les faits remontent au 2 mai 2026 en soirée au sein du supermarché Sinomart situé au marché Elie-Guédois à Yaoundé. Une vidéo largement relayée montre un homme identifié comme Ombé Boya Armand la patience violemment battu à coups de fouet dans ce qui s'apparente à des traitements inhumains et dégradants. Après exploitation des images, les autorités ont confirmé la gravité des faits. Les forces de sécurité sont intervenues et ont procédé à l'interpellation de 2 responsables liés à l'établissement. Yann Mine, président directeur général du supermarché, et Lizina Taïrama Justin, interprète au sein de l'entreprise. Tous 2 ont été conduits dans une unité de police pour les besoins de l'enquête. Selon les premiers éléments, l'auteur présumé des violences serait un militaire en poste de garde au moment des faits, dont l'identification reste en cours. D'autres personnes présentées sur les lieux auraient assisté à la scène, certaines la filmant. Face à cette situation, une enquête a été officiellement ouverte afin de déterminer les responsabilités. Le gouvernement, par la voix du ministre du Travail, condamne les actes qualifiés de violation grave des droits fondamentaux du travailleur, appelant l'interdiction formelle de tout traitement humiliant en milieu professionnel. Par ailleurs, l'association camerounaise des traducteurs et interprètes de langue chinoise s'est désolidarisée de l'interprète mise en cause, évoquant une faute professionnelle grave. L'opinion publique, profondément choquée, attend désormais la décision judiciaire à la hauteur de la gravité de l'acte. Capital FM 102.7. La radio de la capitale. 12 heures passées de 6 minutes à Yaoundé, vous êtes à l'écoute de Capital Info midi sur Capital FM. Le monde a célébré hier 3 mai 2026 la 36e journée mondiale de la liberté de la presse. À cette occasion, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a procédé à la remise d'équipements de production à 10 radios communautaires issues de cette région. C'était donc hier soir lors d'une cérémonie à Yaoundé. Et au Cameroun, derrière les chiffres et les classements, il y a des hommes et des femmes qui font le métier au quotidien avec les moyens de bord. Sandrine Egolo a rencontré l'un d'entre eux. Reportage. Michel Mbarga est le correspondant de Dash TV dans la région du centre, une chaîne basée à Douala. Sur le terrain à Yaoundé, il travaille seul, pas de planning figé, l'actualité commande et il suit. Il n'existe pas de journée type. Il y a des sujets qui arrivent en fin de journée, un breaking news qui vous oblige à vous déployer, à descendre sur le terrain. Quand tu dois, par exemple, travailler sur une session parlementaire qui est connue 1 ou 2 semaines à l'avance, ce n'est pas la même chose que lorsque tu dois travailler sur un éboulement de terrain qui vient d'avoir lieu en Komkana. Réactivité, disponibilité, mais aussi ressources. Et c'est là que le bas blesse. Certains sujets pourtant d'intérêt public restent dans les tiroirs. Non pas parce qu'on les a interdits, mais parce que les moyens pour les traiter n'existent simplement pas. J'ai dû parfois renoncer à certains sujets par manque de moyens financiers notamment, pour pouvoir me déployer. Parce qu'il fallait se déplacer d'une ville à une autre. Il fallait rencontrer plusieurs personnes, couvrir les frais de logement, de déplacement. Il fallait pouvoir entretenir l'équipe. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours que les patrons de presse ou les entreprises de presse ont les moyens de financer ce type de sujet. Malgré tout, Michel Mbarga est encore là. Plus de 12 ans après ses débuts, il continue. La vocation, dit-il, et la passion. Mais à côté de ça, une interrogation qu'il ne cache plus. Je suis persuadé que c'est ma vocation. Les petites victoires que j'arrive à engranger en pratiquant le métier me procurent tellement de bonheur qu'elles me font rapidement oublier les énormes difficultés. La question demeure, on peut pendant longtemps s'accrocher à un fil. Sur le long terme, il finit par rompre, il finit par céder. Michel Mbarga ne demande pas grand-chose, des conditions qui permettent de faire le travail correctement. Il le dit lui-même, la responsabilité est partagée entre l'État, les patrons de presse et les journalistes eux-mêmes.
Et dans notre pays, la liberté de la presse recule, classée 133e sur 180 dans le rapport 2026 de Reporters sans frontières. Le Cameroun illustre un paradoxe frappant, une grande diversité de médias, mais un environnement de plus en plus contraignant pour les journalistes. Adrien Dikwei-Sayakan. 133e sur 180, le rang du Cameroun dans le classement 2026 de Reporters sans frontières ne se résume pas à une simple statistique. Il révèle un ensemble de mécanismes qui, combinés, pèsent sur la liberté d'informer. Premier indicateur, le politique. Dans un contexte où certains sujets restent sensibles, gouvernance, sécurité, conflit, les journalistes évoluent sous pression. Résultat, une autocensure souvent installée, parfois invisible. Deuxième levier, le juridique. Le Cameroun dispose de lois sur la communication, mais leur application pose question. Des infractions comme la diffamation ou la propagation de fausses nouvelles peuvent conduire à des poursuites, voire à des détentions. Des outils légaux qui deviennent aussi des instruments de dissuasion. Troisième indicateur, l'économie. Le pays compte plus de 600 journaux, mais peu dispose de ressources solides. Cette précarité fragilise l'indépendance des rédactions, certaines dépendant de financements politiques ou d'annonceurs influents pour survivre. Quatrième facteur, le socio-culturel. Les journalistes font face à des pressions multiples, communautaires, politiques, mais aussi numériques, avec la montée du harcèlement en ligne et des campagnes de discrédit. Enfin, la sécurité. Enquêter sur des sujets sensibles ou travailler dans certaines zones peut exposer à des intimidations, des arrestations, voire des violences. C'est là tout le paradoxe camerounais, une profusion de médias, mais un espace de liberté contraint. La diversité existe, mais elle évolue dans un cadre où les lignes rouges sont bien définies. Derrière le chiffre 133, ce n'est donc pas seulement un classement qui se lit, mais un système, celui d'une presse dynamique, certes, mais sous surveillance constante. En cette journée mondiale de la liberté de la presse, le défi reste entier. Garantir aux journalistes les conditions d'un travail libre, sans pression ni crainte. Le thème retenu cette année, façonner un avenir de paix, met en lumière un idéal difficile à atteindre au Cameroun. Fort est en effet de relever que la précarité des médias, les pressions politiques et les dérives professionnelles fragilisent le rôle du journalisme dans la consolidation de la paix sociale. Jean-Séraphin Kou. Façonner un avenir de paix par l'information. L'ambition est noble. Pourtant, au Cameroun, elle se heurte à une réalité plus rugueuse. Dans un paysage médiatique fragmenté où les lignes éditoriales épousent parfois des clivages politiques et identitaires, l'information devient moins un outil de cohésion qu'un instrument d'influence, voire de division. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest en proie à un conflit persistant, le rôle des médias apparaît à la fois crucial et ambivalent. Certains contenus marqués par des discours de haine ou des prises de position tranchées contribuent à attiser les tensions. La circulation d'informations non vérifiées ou orientées peut amplifier les fractures, renforcer les peurs et compliquer davantage les dynamiques de sortie de crise. À cela s'ajoute la précarité des organes de presse privés. Faible revenu publicitaire, absence d'un soutien public structuré et indépendant, les rédactions fonctionnent souvent à flux tendu. Conséquence directe, de nombreux journalistes glissent vers un journalisme dit alimentaire où la survie prime sur la rigueur. L'accès difficile aux sources officielles, particulièrement en zone de conflit, accentue cette fragilité et ouvre la voie aux rumeurs et aux manipulations. Dans ce contexte, l'objectivité devient une denrée rare. Certains contenus attisent les tensions plutôt qu'ils ne les apaisent, contribuant à une polarisation accrue de l'opinion publique. Et pourtant, la responsabilité ne peut être uniquement imputée à un système. Elle est aussi individuelle. Car, même en situation de crise, le journaliste reste un acteur clé de la paix sociale. Informer avec rigueur, vérifier les faits, contextualiser les événements, éviter la stigmatisation, autant d'exigences qui relèvent de l'éthique professionnelle et qui peuvent contribuer à apaiser les tensions, y compris dans les zones les plus sensibles. Façonner un avenir de paix suppose un double effort, améliorer les conditions d'exercice du métier, mais aussi renforcer l'engagement des journalistes,
en faveur d'une information responsable. Et entre des contraintes, des incertitudes et l'insécurité, pensez-vous réellement que les journalistes sont libres dans l'exercice de leur métier? La question vous a été posée par notre stagiaire Henriette Lotio. Voici vos réactions. Ils exercent leurs fonctions, on le dérange. Simplement, de l'autre côté, le régime n'accorde pas qu'ils font des propos qui les regardent personnellement. Ils sont bien libres dans leur métier parce que tout le monde, chaque personne est libre de s'exprimer. Quand peut-être tu as raison sur quelque chose, pas que peut-être inventer les choses sur les champs, mais quand tu es dans tes droits et dire la vérité sur chaque phénomène. Comme dans tous les autres secteurs, il n'y a pas de liberté, il y a menace, il y a la répression, il y a l'agressivité. Le pays est pris en otage à tous les points. Et surtout pour les porte-parole qui luttent pour nous comme journalistes. En tant que journaliste, autant pour moi, ils sont très menacés. Ils sont même tués, assassinés. Au jour le jour, chaque année, nous voyons. Oui, les journalistes sont libres dans leur métier. Il y a la liberté d'expression. Ils parlent mal des gens, non? Le Cameroun, c'est un pays démocratique. Oui. Il y a la Cameroun. démocratie. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut au Cameroun et la liberté existe. Encore dans certains pays, ça n'existe pas. Capital FM 102.7. La radio de la capitale. À 12h passées de 16 minutes à Yaoundé, on parle de la 140e édition de la Fête du Travail, toujours les prolongations sur Capital FM. Et cette célébration a justement pris une dimension particulière dans certaines administrations publiques, au ministère du Commerce et celui du ministère notamment de la Santé publique. La journée a été marquée par des initiatives mêlant engagement professionnel et moments de convivialité. Retour sur cette célébration avec Daniel Lyon. Au ministère du Commerce, la fête du travail ne s'est pas limitée au traditionnel défilé du boulevard du 20 mai. En amont, une campagne de dépistage gratuit a été organisée au profit des agents. Elle portait notamment sur les maladies silencieuses, l'obésité et le cancer, avec pour objectif de renforcer la prévention et la santé en milieu professionnel. Dans la même dynamique, conférence d'échange a permis de rappeler aux travailleurs leurs droits et leurs devoirs dans un esprit de dialogue social et de responsabilité partagée. La journée s'est ensuite poursuivie avec des activités sportives, notamment un match de football avant la participation au défilé officiel et des moments de réjouissance entre agents. Une dynamique impulsée par la hiérarchie du département ministériel sous la conduite du ministre du Commerce, Luc Magloire Barga Atangana. Au ministère de la Santé publique, les personnels ont également célébré cette journée dans une ambiance festive et fédératrice. Après leur passage au défilé du 20 mai, en présence du ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, les agents se sont retrouvés à l'esplanade du Musée national pour prolonger les festivités. Vêtus aux couleurs de la couverture santé universelle, ils ont réaffirmé leur engagement pour un accès équitable aux soins. Entre prestations artistiques, animations musicales et moments de détente, l'ambiance est restée conviviale tout au long de la journée. Au final, dans ces deux administrations, la fête du travail aura été bien plus qu'une simple commémoration, un moment de reconnaissance, de cohésion et de valorisation du travail quotidien. Même ambiance au ministère de l'Habitat, mais aussi au ministère de l'Éducation de base et celui de la fonction publique. Le 1er mai dernier, le boulevard du 20 mai a vibré au rythme d'une fête du travail habité aux bâtisseurs. Enseignants et formateurs ont défilé la tête haute, traduisant donc leur fierté d'appartenir à ces administrations. On fait le point avec Alan Tekam. Ils ont marché droit, tête haute, rangs serrés, pancartes brandies, fièrement sous le soleil de Yaoundé. Sur le boulevard du 20 mai, 3 ministères ont battu le pavé du 1er mai 2026 avec une conviction commune. Le travail mérite d'être célébré. Au ministère de l'Habitat et du Développement urbain, les agents de Célestine Ketcha-Cortez ont défilé avec ordre et fierté. Au siège, c'est le représentant de la ministre qui a pris la parole. Un message plein d'espoir, riche en couleurs et en émotions qui a visiblement touché les cœurs. Dans une salle gagnée par la communion
enseignants, personne n'est resté indifférent. Au ministère de l'Éducation de base, Laurent Serge Etundingoa a présidé une célébration où la solennité du défilé a laissé place à une fraternité sincère. Cadres et enseignants réunis portés par les interprétations d'artistes locaux, l'esplanade s'est transformée en espace de cohésion rare et précieux. Au ministère de la formation professionnelle, Joseph Lé a donné le ton lui-même. Présent, disponible, donnant plein feu à l'ambiance. Le ministre au milieu des sciences en distance. Les employés ont savouré un moment d'échange direct avec le patron. 3 ministères, 3 ambiances, mais partout au bout du défilé, la même image. Des agents qui rentrent chez eux, le sourire aux lèvres. C'est peut-être là la meilleure définition du travail décent. Une célébration que n'a pas manqué le groupe Saint-Christophe qui a transformé la fête du travail en journée de réflexion stratégique sous l'impulsion de son président-directeur général. On fait le point avec Jaël Isodio. À l'occasion de la fête du travail, le groupe Saint-Christophe a pris le contre-pied des célébrations traditionnelles. Dans un message adressé à ses collaborateurs, le président-directeur général a invité chaque entité à transformer cette journée en un temps de réflexion stratégique. Articulé autour du triptyque réflexion, proposition, décision, cette initiative visait à repenser les modèles économiques internes avec pour objectif d'améliorer la performance et la rentabilité des structures. À l'Institut universitaire Saint-Christophe, personnel administratif et enseignants se sont réunis dans une ambiance conviviale pour échanger et formuler des propositions concrètes. Même dynamique à la polyclinique Saint-Christophe de Lada où les équipes ont conjugué séances de travail et moments de partage dans une logique de cohésion et de projection vers le développement. Dans le même temps, le NKJ Hôtel a illustré une autre déclinaison de cette vision. En ouvrant ses portes aux travailleurs de la localité, l'établissement s'est transformé en véritable source d'activité économique, accueillant plusieurs services, y compris ceux du groupe Saint-Christophe, notamment la sécurité, les chauffeurs et la direction technique du pôle média. Une mise en pratique concrète des orientations du président-directeur général qui prône une culture axée sur la productivité et les résultats. À travers cette approche combinant réflexion et action, le groupe Saint-Christophe réaffirme ainsi son créneau. Seul le travail paye. Capital FM 102.7. La radio de la capitale. Dans l'actualité sportive du jour, on parle de football avec la 17e journée de la MTN Elite One qui a livré sa copie ce week-end. Unesport a écrasé AS Fortuna sur le score de 8-0. Large victoire également de Coton Sport face à PWD 5-2. Dynamo a battu Aigle du Mongo 2-1. 1-0 en faveur de Victoria face à Gazelle. Fauve-Azur et Aigle de la Menoise se sont séparés sur un score de parité 2-0. Pas de but en revanche dans les rencontres Canon Panthère et Stade Renard Colombe du Njailobo. Au classement général provisoire, Unesport est largement en tête avec 39 points. Le club du Oncam est suivi par Colombe et Coton Sport ainsi que Dynamo, 28 points chacun. Au bas du classement, on retrouve Aigle du Mongo et AS Fortuna qui ferment le tableau avec 12 points. Dans le reste de l'actualité sportive, les Lions indomptables des moins de 17 ans sont au Maroc pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Elle s'ouvre le 13 mai prochain. Les poulains d'Alioum Saïdou sont arrivés hier dimanche à Casablanca. Ce lundi, ils effectueront les premières séances d'entraînement en terre marocaine. Et nous prenons directement ce qui fait l'essentiel de l'actualité en dehors des frontières camerounaises. Et c'est avec Adrienne Dikwe Sayakan. Bonjour Adrienne. Bonjour Charles, bonjour à tous. On débute au Gabon où Libreville notamment, l'inauguration du Palais des Congrès Omar Bongo Ondimba marque le retour affiché du Gabon sur la scène diplomatique africaine. 6 chefs d'État africains ont fait le déplacement ce dimanche à Libreville pour l'inauguration du Palais des Congrès Omar Bongo Ondimba aux côtés de plusieurs délégations étrangères et organisations internationales. Parmi eux, John Dramani Mahama, Denis Sassou Nguesso ou encore Faustin Archange Touadéra. Une mobilisation diplomatique que les autorités gabonaises présentent comme un signal fort. Après plus de 10 ans d'abandon, la réhabilitation du palais se veut une preuve de capacité d'action pour le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais au-delà du symbole, Libreville affiche une ambition claire, redevenir un centre stratégique du dialogue africain avec en ligne de mire l'accueil de sommets de l'Union africaine et de la francophonie. Un positionnement international assumé qui devra toutefois se mesurer aux attentes sociales internes entre chômage, accès à l'eau et coût de la vie.
Au Mali, une accalmie relative sur le front contraste avec une tension croissante à Bamako, désormais sous la menace d'un blocus djihadiste. Un calme précaire s'est installé ce week-end au Mali après plusieurs jours d'offensive menée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et le Front de libération de l'Azawad dans le nord du pays. Mais sur le terrain, la situation reste instable. Kidal et Tessali échappent toujours au contrôle de l'armée malienne, tandis que des frappes ont été menées dans la région de Tombouctou. À Bamako, la pression monte. Le blocus annoncé par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans se met progressivement en place. Plusieurs axes routiers sont coupés, compliquant les déplacements. Dans la capitale, la peur gagne du terrain. Des scènes de lynchage visant des personnes accusées d'être djihadistes ont été rapportées ces derniers jours. Conséquence directe des mesures de précaution se multiplient. La compagnie égyptaire a suspendu certains vols, tandis que des établissements étrangers réduisent leur présence. Entre accalmie militaire et tensions urbaines, le Mali reste plongé dans une incertitude sécuritaire persistante. Terminons en France, où Jean-Luc Mélenchon officialise sa candidature à la présidentielle de 2027 pour la 4e fois. C'est désormais officiel. Jean-Luc Mélenchon sera candidat à l'élection présidentielle de 2027. Invité du journal de 20h sur TF1, le leader de la France insoumise a confirmé briguer à nouveau l'Élysée. À 74 ans, il se lance pour une 4e tentative après 2012, 2017 et 2022, fort d'une progression constante lors des précédents scrutins. Face aux divisions de la gauche, il assure être le mieux préparé et revendique une candidature structurée avec équipe et programme déjà en place. Sur le fond, Jean-Luc Mélenchon alerte sur un contexte mondial qu'il juge très agité entre risques de guerre, crise climatique et tensions économiques. Déterminé, il cible aussi son principal adversaire, le Rassemblement national qu'il se dit capable de battre. Reste désormais à transformer cette nouvelle candidature en dynamique électorale dans une course à l'Élysée qui s'annonce déjà très ouverte. Merci Adrien Dikwes Ayakan pour toutes ces actualités hors des frontières camerounaises. Sans transition, nous accueillons Lorraine Mendo pour le condensé de toutes ces nouvelles en langue anglaise. Good afternoon, Lorraine. Good afternoon, Charles. Alexis Dipandamwele, President Emeritus of the Supreme Court of Cameroon, passed away in the early hours of this Monday, May 4th, 2026. Born on March 25th, 1942 in Bonaku, Boapaki, near Dibombari, in the littoral region, he presided over the country's highest court for 24 years from 1990 to 2014. A prominent figure in the Cameroonian judiciary, he also served as Vice President of the United Nations Committee Against Torture. The Minister of Communication, René Manuel Sadi, presided over last Sunday the ceremony marking the 33rd World Press Freedom Day. The event was marked by a conference and the donation of technical equipment to 10 local radio stations. The 2026 edition of the World Freedom Press Day held under the theme Shaping a Future at Peace. In local news, in response to image of alleged violence against a Cameroonian employee of the Sino Market supermarket in the Iligidra neighborhood in Yaoundé, the Cameroonian Association of Chinese Language Translators and Interpreters issued a statement on May 3rd, firmly distancing themselves from the interpreter Lizina Tairana Justin, who is implicated in the violence case. The association emphasized that the interpreting profession entails a moral responsibility that extends beyond translation and that any involvement in acts of violence constitutes a serious professional misconduct. Lizina Tairama Justin and Yan Min, the Chinese CEO, are now being held in custody by forces of law and order while investigations are pending. In sports, the Under-17 Indomitable Lions arrived at the Casablanca International Airport this Sunday at 11 a.m. The 39-man squad, led by coach Saidou Alioum, immediately went to their hotel where will serve as their base for the acclimatizing training camp. Cameroon is and will be alongside Ivory Coast, Uganda and the Democratic Republic of Congo. The Under-17 African Cup of Nations is held in Morocco from May 13th to June 2nd, 2026. More news coming up at 2 p.m.
C'est la fin de cette autre édition de Capital Info Midi, préparée par l'ensemble de l'équipe de la rédaction sous la coordination d'Angèle Bernfamon. Édition réalisée par Jorel Kemeni, à la mise en nom de Junior Ebanga, à la régie vidéo Alex Vendor. La supervision générale est assurée par Jean-Jacques Zeu. À ces micros de présentation, je suis Charles Akoa. Merci de votre fidélité. Restez à l'écoute des programmes de Capital FM qui se poursuivent.